Tomura Shigaraki / All for One Prime et Crématorium, voici le genre d'adversaire que les héros doivent battre tout en étant en sous-effectif au point d'être soutenus par des lycéens. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui on va parler de ce tant attendu épisode 12 de My Hero Academia. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît, vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Même si effectivement le combat de Shigaraki est celui sur lequel l'épisode s'est le plus centré, on peut tout de même dire que cet épisode s'est déroulé sur 3 fronts différents. En effet, nous avons eu l'occasion de voir la dinguerie qui s'est passée au mont Gunga avec le grand retour et l'avènement d'All for One Prime, ainsi que le réveil de Crématorium à Kamino après sa présumée défaite contre son frère Shoto. Dès le début de l'épisode, avant même l'opening, on nous montrera où en est Izuku, et pendant ce temps-là, le premier détenteur va l'avertir du mauvais pressentiment qu'il a à propos de son frère qui se trouve au mont Gunga, et lui dira qu'il a l'impression que ses haltères gagnent en puissance. Et à propos du mini-mystère qu'il y a eu durant cette scène, je pense avoir une petite idée sur la question. Après cette courte discussion avec le premier détenteur, on se souvient qu'au loin, Izuku va voir quelque chose qui se rapproche de lui. Après avoir réfléchi à la question et en regardant bien, je pense que ce sont les camarades de Star and Strip qui vont intercepter Midoriya avec leur avion pour pouvoir le déposer encore plus rapidement au cercueil volant. Cela expliquerait comment Deku a fait pour intervenir à la fin de l'épisode alors qu'il était encore très loin de la position du cercueil volant. Après l'opening, nous reprendrons le combat qui se déroule au cercueil volant, là où on s'était arrêté il y a 2 semaines. Katsuki est donc à terre et son cœur s'est arrêté sous les yeux d'Eraserhead et Monoma qui peuvent absolument rien faire à part bloquer les haltères de Shigaraki / All for One. Après avoir mis hors d'état de nuire Bakugo, Shigaraki va s'attaquer à Mirko qui, malgré ses blessures et malgré le fait qu'elle est complètement bloquée, n'a absolument aucune intention d'abandonner. Ensuite, après le monologue de Shigaraki sur ce qu'il s'était passé à Jakku durant la dernière bataille qui l'opposait au héros, on va nous montrer ce qu'il se passe à Kamino. Dans les épisodes précédents, on avait pu voir que sur le torse de Crématorium, une lueur violette scintillait sans qu'on ait d'explication. Aujourd'hui, nous avons une explication. Crématorium nous fera comprendre qu'il a tout simplement imité la technique ultime qu'a utilisé son frère sur lui pour le vaincre précédemment. Crématorium dira à ses adversaires que vu qu'il était foutu, il a tout simplement essayé d'imiter la technique qui était justement en train de le terrasser, ce qui lui a permis de rester conscient après l'attaque de glace de Shoto. À la suite de ces explications, Crématorium va venir interpeller Skeptic via un Brainless qui aura été équipé d'un appareil leur permettant de communiquer. Pour être honnête, cette scène reste encore assez floue parce qu'on sait pas vraiment pourquoi Crématorium interpelle Skeptic. Est-ce que c'est pour savoir où est Endeavor ou est-ce que c'est pour qu'il lance une cyberattaque sur les héros? Comme je le disais juste avant, pour moi ça reste encore très flou, mais ce qui est sûr c'est que Skeptic risque d'être un sacré problème pour le cercueil volant. Si celui-ci prend le contrôle à distance du cercueil volant, Shigaraki risque encore plus de prendre l'avantage sur les héros. Ensuite, on nous montrera les événements qui ont lieu aux ruines du mont Gunga. Endeavor et Hawks vont avoir l'occasion d'assister au retour d'All for One Prime, l'homme qui, je le rappelle, a presque éliminé tous les anciens détenteurs du One for All, avec le plus récemment Nana Shimura par exemple. On rappellera aussi que c'est cet homme qui a grièvement blessé All Might Prime. Aujourd'hui, c'est un Endeavor blessé et un Hawks trop faible qui vont devoir l'arrêter. Durant l'épisode, on finira par nous expliquer comment All for One est parvenu à se régénérer au point de redevenir celui qu'il était autrefois. On nous dira que Tomura avait récupéré une invention des 8 préceptes, une substance capable de détruire le facteur alter. Dès que le docteur Garaki l'a eu entre les mains, il a immédiatement entrepris de la reproduire. Évidemment, Garaki s'y est pris autrement, ses recherches étaient surtout basées sur l'effet original de l'alter. Selon lui, grâce à ce pouvoir, ses théories sur la fin de ce monde se vérifient de plus en plus. Par contre, il nous fera savoir que le fruit de ses recherches sur les possibilités qu'apporte l'alter d'Eri ne peut être utilisé qu'une seule fois. Cette régénération du corps d'All for One au point qu'il soit revenu à son prime est donc l'atout ultime de celui-ci et c'est Endeavor qui l'a poussé à l'utiliser. Tout de suite après l'utilisation de cet atout, All for One va aller faire des siennes, il s'est jeté sur le premier héros qu'il a vu pour lui dérober son alter. Malgré l'intervention de Hawks, on sait pas vraiment si cette héroïne a perdu son alter. Par contre, All for One partagera au héros l'énorme conséquence de l'utilisation de l'alter rembobinage. Il nous expliquera que désormais, il est condamné à disparaître et à cesser d'exister. Après qu'All for One ait dit au héros ce qu'il s'apprêtait à faire et donc de rejoindre Shigaraki pour le libérer du piège qu'ils lui ont tendu, Hawks a compris qu'il fallait qu'il tente de gagner du temps. Hawks va alors demander ce qu'il comptait faire après avoir récupéré le One for All. All for One lui répondra et lui dira que toute la suite des événements se trouve dans le comics qu'il lisait quand il était petit. Dans ce comics, tout le monde craignait le grand méchant et ce parce qu'il
qu'il avait un objectif, celui de contraindre de dire adieu à l'avenir que la population se voyait accomplir, dans le but d'attiser la haine. Et donc All for One nous dévoile là ses véritables intentions, il veut ruiner l'avenir de tous les habitants du monde. Après ça, on montrera rapidement ce qui se passe aux États-Unis. Il semble que là-bas aussi la situation est incontrôlable. Il semble que le chef de la défunte Star and Strip, Tim, tente de convaincre le président des États-Unis d'attaquer Tomura Shigaraki. Sauf que le président commence lui aussi à craindre Shigaraki. Selon lui, contrairement aux autres pays, ils ont déjà franchi la ligne rouge qui déclarerait la guerre contre Shigaraki, et cette situation est principalement à cause de lui, Tim, qui sous ses ordres, Star and Strip avait pris la décision de s'attaquer à Shigaraki. Cette attaque fait des États-Unis une nation ennemie pour Shigaraki et ses hommes, et ils seront très certainement leur prochaine cible. Suite aux exploits de Tomura Shigaraki et au fait que l'Agence nationale des alters a décrété que celui-ci était tellement puissant qu'il n'est plus humain, l'ensemble des pays développés cherchent à s'attirer en premier les faveurs de l'ennemi. Il semble que le président des États-Unis veuille à tout prix sauver sa population au point de se soumettre à Shigaraki, le temps de préparer un plan et gagner du temps. Tim, pour tenter de convaincre son président, va lui demander de se souvenir pourquoi Star and Strip s'est battu. Il lui demande s'il sait quelles valeurs ont conduit la héroïne la plus forte du monde à se sacrifier. Selon lui, les enfants du monde grandissent en observant leur aîné, au travers par exemple de la relation qu'entretenaient Star and Strip et All Might. Il dira que tout comme eux, les adultes soutiennent les enfants et leur passent le flambeau de génération en génération. Et c'est pour préserver ce cycle que les héros donnent leur vie. Un discours qui se terminera en nous montrant Best Janist qui tente malgré tout ce qui se passe autour de lui de sauver Bakugo. Devant le corps de Kacchan, un autre héros finira par se montrer. Il s'agit d'Deadshot, le héros ninja qui peut s'infiltrer partout. Tout en demandant à Mirko de se battre jusqu'au bout, le héros ninja va nous dévoiler une de ses techniques ultimes. En effet, le héros, grâce à ses nombreux combats, a fini par connaître dans ses moindres détails le corps humain. Selon lui, il n'est pas trop tard pour sauver Bakugo, et pour le garder en vie, celui-ci va remplacer avec son propre corps la partie touchée et redémarrer son cœur. Évidemment, cette technique a un prix. Headshot ne pourra pas revenir, et en devenant le cœur du jeune garçon, il mourra. Sa technique, grâce à son alter corps de papier, consiste à détendre et allonger son corps en le comprimant à tel point que le sang n'y circule plus. Ceci lui donne une forme aussi fine qu'un fil d'araignée. Une fois à l'intérieur de Bakugo, Headshot entreprend de recoudre et renforcer les organes touchés avec son corps, et ensuite il relancera son cœur. Tandis qu'il fait ça, les autres héros doivent empêcher Shigaraki / All for One d'intervenir, surtout que le ninja sent parfaitement qu'en étirant son corps à l'extrême tel un fil de suture, que son temps de vie lui est compté. Pendant ce temps-là, Shigaraki va passer à l'attaque et ne veut pas que Bakugo soit sauvé. Mais il n'aura rien pu faire étant donné que Mirko va se libérer et le frapper. Malgré la riposte de son adversaire, l'héroïne va perdre un nouveau membre de son corps, mais va tout de même parvenir à lui asséner un autre coup de pied. Deux attaques puissantes qui, cumulées à tout ce qu'il a subi depuis le début, l'ont sonné et donné des vertiges. Mirko continue ses assauts alors qu'elle vient de perdre son bras. Elle va une nouvelle fois se jeter sur son adversaire tandis qu'il se pose des questions, et grâce à l'intervention de Lemilio qui va cacher la vue de l'ennemi grâce à sa perméabilité, la riposte de Shigaraki n'aura aucun effet, et Mirko va lui balancer un enchaînement de coups motivé par la précédente demande d'Headshot qui lui demandait donc de se battre jusqu'au bout. Il est clair qu'avec ça, les héros ont poussé Shigaraki dans ses derniers retranchements, forçant son corps à s'adapter à la situation. En effet, son corps est constamment à la recherche de la forme la plus adaptée. Sa désagrégation était son plus grand pouvoir, et grâce à cela, il est très certainement une des personnes les plus puissantes du monde. Malgré tout ce qui se passe, et comme je le disais précédemment, les héros sont en train de prendre le dessus, grâce en très grande partie à l'alter effacement d'Aizawa qui bloquait la désagrégation et sa régénération, ce qui commençait réellement à le faire paniquer. Face à cela, son corps s'est donc adapté et a trouvé un moyen de résister aux héros. Ses mains sont venues s'agripper autour de lui pour former une sorte d'armure qui va venir protéger le corps de Shigaraki contre les attaques des héros. Grâce à ceci, Shigaraki va prendre le temps de s'occuper de chacun des héros qui se sont dressés jusque-là devant lui. Il va commencer par Mirko, ensuite Tamaki puis Nejire, et après ça, il s'est mis à marcher vers Best Janist tout en ignorant le million totalement impuissant. Shigaraki va alors se jeter sur Best Janist qui tente de protéger Bakugo jusqu'à ce que la membre des Pussycat les informe de l'ouverture très rapide des barrières, ce qui veut dire que quelqu'un vient d'arriver, il faut qu'il tienne 2 secondes de trop étant donné que Shigaraki est sur le point d'en terminer avec eux. L'objectif de Lemillion et Best Janist est de gagner du temps, donc et pour ça, Mirio va faire quelque chose d'inattendu, mais qui va avoir son effet. Ces 2 secondes gagnées ont permis à la personne qui vient d'arriver d'entrer totalement. Il s'agit bien évidemment d'Izuku Midoriya qui a fait plus vite que prévu grâce aux raisons que je vous ai expliquées au début de la vidéo. Deku va donc faire son entrée en attaquant directement l'ennemi et en l'envoyant valser sans problème, annonçant la couleur pour la suite, tandis que l'épisode s'achève. Comme d'habitude, on va parler de quelques éléments de l'épisode et après ça on parlera de la preview qui pour une fois dévoile pas mal d'éléments. Je voudrais commencer à parler rapidement sur Shigaraki / All for One qui, comme on a pu le voir, cache en réalité 3 entités, Shigaraki Tomura, All for One et le petit Shimura. Ce qu'on a pu constater, c'est que Tomura Shigaraki et All for One ont complètement fusionné et cela a provoqué l'apparition d'un nouveau personnage qui est ni réellement Shigaraki et ni réellement All
All for One, mais un mélange des deux qui possède les souvenirs des deux personnages. On a notamment pu voir All for One qui se souvenait de Kudo, le deuxième détenteur du One for All, et on a aussi pu voir Shigaraki se souvenir de son passé avec ses parents, ce qui prouve que les deux personnages partagent en quelque sorte le même corps. Mais bon, je pense que ça, tout le monde le sait, bref. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle rapidement de Mirko, l'héroïne lapine, qui je trouve est juste incroyable et qui pour moi aurait pu être un personnage principal, hein, clairement. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'elle n'est que 5ème au classement des héros, alors qu'elle est clairement plus utile qu'un Best Janist, et oui, je vais le dire, bien plus héroïque que l'actuel numéro 2, Hawks. Pour moi, Mirko, avec la masterclass qu'elle nous a livrée durant toute cette saison, et plus particulièrement dans cet épisode, on pourrait même compter la saison 6 quand elle se bat contre les Brainless nouvelle génération, fait d'elle, après Endeavor, le meilleur héros qu'on a pu voir jusque-là. Quand on la regarde combattre, quand on voit sa détermination, quand on voit que même après avoir perdu un bras, elle ne bronche pas, et surtout le fait qu'elle parvienne à autant frapper Shigaraki / All for One, il est clair que son classement reflète absolument pas sa puissance. Il semble évident que si elle n'avait pas été là pour ce combat, les héros auraient été vaincus depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez d'elle en commentaire et si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Skeptic, qui est rapidement apparu durant cet épisode. Pendant sa courte apparition, Skeptic, après avoir reçu un ordre de crématorium, va commencer sa mission et tout en l'accomplissant, celui-ci va déclarer inutile ceux qui se réfugient dans les inepties de l'ancien monde. Et suite à ces paroles, on nous montrera l'ensemble des civils réfugiés à Yue en faisant bien le focus sur les espions aux ordres des vilains, comme s'ils préparaient quelque chose. Évidemment, rien n'est sûr, mais si on se base sur les paroles de Skeptic, il se pourrait qu'il prépare une attaque contre les réfugiés de Yue. En les déclarant inutiles, il y a clairement derrière ces paroles la notion de nuisible à éradiquer et le fait qu'on nous fasse un focus sur les espions de Yue est une preuve supplémentaire. On peut très bien imaginer que Skeptic ait fait en sorte que les espions attaquent les réfugiés en déposant par exemple une ou plusieurs bombes ou quelque chose qui y ressemble, le but étant d'éliminer ceux qu'ils considèrent comme étant inutiles. Voilà pour ça. Ensuite, j'aimerais qu'on parle rapidement de la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. On a pu voir qu'à Washington, la situation était assez similaire à celle du Japon, avec une ville qui semble être abandonnée et qui ressemble être à minima les prémices d'une guerre civile. Pendant ce temps-là, Tim, le chef de la défunte Star and Strip, discute avec le président des États-Unis pour le convaincre de continuer à attaquer Shigaraki. Cependant, on a vu que celui-ci, tout comme les autres présidents des pays du monde, cherche à éviter le conflit avec Shigaraki et veut plutôt s'attirer ses faveurs par peur qu'il fasse de leur pays la même chose qu'il a fait avec le Japon. Le problème avec ce raisonnement, c'est que nous, spectateurs, nous savons parfaitement qu'il est inutile d'essayer de s'attirer les faveurs de Shigaraki, qui n'est pas totalement Shigaraki, étant à la fois All for One. En sachant cela, le fait qu'il s'agit aussi d'All for One nous permet de savoir pertinemment que le but de celui-ci est d'avoir dans le creux de sa main le monde entier, et le fait que des pays cherchent à s'attirer ses faveurs va ne faire que rendre plus facile la réussite de son but ultime. Donc les pays feraient mieux de tous s'allier pour attaquer Shigaraki / All for One. S'ils cherchent à négocier avec lui, ils subiront le même sort que le Japon. Et encore plus pour les États-Unis, déjà qu'en ayant attaqué avec Star and Strip Shigaraki, le pays s'est positionné sur la situation et est donc un ennemi de l'Alliance. Si les États-Unis n'aident pas le Japon à gagner, ils seront les prochains sur la liste, ça ne fait aucun doute. Dans cet épisode, nous avons aussi eu la chance de voir la version la plus puissante d'All for One, un All for One beaucoup plus jeune, au top de sa forme. C'est ce All for One là qui a blessé All Might Prime, à tel point qu'il lui a arrêté sa carrière. C'est aussi ce All for One là qui a éliminé le deuxième détenteur Kudo, ainsi que Nana Shimura, et aussi l'ensemble des anciens détenteurs, sans compter Ikage Shinomori. Pour être honnête, aucun des héros présents au mont Gunga est capable de le stopper, et pour moi il sera très facile pour lui de rejoindre Shigaraki. Et si par malheur Endeavor ou Hawks cherchent à l'arrêter, ils n'y survivront pas et seront éliminés. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'un des deux héros meure en essayant de l'arrêter. L'instant où Tim cherche à convaincre le président des États-Unis est assez intéressant, surtout quand il vient à l'explication du sacrifice de Star and Strip. Tim va évoquer les valeurs pour lesquelles se battent les héros et le principe de succession au travers des générations. On nous montrera notamment que c'est All Might qui avait transmis ces valeurs à Star and Strip, elle-même se devait de les cultiver pour à son tour passer le flambeau aux générations suivantes. Le fait qu'après cette phrase on nous montre Bakugo gisant au sol est la preuve que le flambeau est désormais entre les mains de la jeune génération qu'il représente, et c'est pour ça que Best Janist et Headshot se démènent pour le sauver. Et avant de terminer, dernière chose, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que dans cet épisode, on a cherché à créer du lien entre Izuku et Kudo, le deuxième détenteur. Sans compter le fait qu'ils auront été tous deux des détenteurs du One for All, un autre élément va venir les relier davantage. Plusieurs fois à travers les souvenirs d'All for One, nous avons pu voir que Kudo, le deuxième détenteur du One for All, s'est fait battre par All for One, et on pouvait voir les corps de ses camarades sans vie à côté de lui. Ces images
images font très clairement le parallèle avec ce qu'il se passe dans le cercueil volant. Les camarades d'Izuku sont blessés grièvement et gisant au sol, tandis qu'Izuku arrive sur les lieux constatant des dégâts qu'a causé leur ennemi. Cet élément n'est pas vraiment important, mais je trouve que ça rajoute quelque chose en plus à l'épisode. Vous me direz si vous aussi vous avez fait le lien. Bref, avant de terminer, nous pouvons enfin en venir à ce qu'il faudra s'attendre samedi prochain avec l'épisode numéro 13. Bon, c'est pas vraiment compliqué de deviner qu'Izuku affrontera Shigaraki. À mon avis, il devra le faire seul au vu des blessures de ses camarades. Izuku Midoriya verra aussi le corps sans vie de son camarade de classe Katsuki Bakugo, ce qui le boostera un peu plus très certainement. On remarque dans la preview qu'on nous montrera le visage en pleurs d'All for One lorsqu'il combat Kudo, le deuxième détenteur. Jusque-là, nous n'avions pas eu le visage d'All for One sur la scène en question où All for One étrangle Kudo, on voyait en fait seulement Kudo. Et sur cette image, on remarque donc All for One en pleurs, et évidemment, on va se demander pourquoi. Pourquoi le roi du mal, celui qui veut dominer le monde, celui qui sans pitié tue des gens, est en pleurs en étranglant Kudo? Ce qui est sûr, c'est que ses larmes semblent découler d'une tristesse qui s'est transformée en sorte de colère. Moi, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il cherche plutôt à se venger. Donc j'ai deux hypothèses. En sachant que Kudo était un ancien allié d'All for One, on pourrait se dire que le fait qu'il l'ait trahi pour rejoindre son petit frère faisait de lui son ennemi, le forçant donc à l'éliminer, ce qui restait quelque chose de difficile à faire pour le roi du mal. Je dois dire quand même que cette hypothèse est celle qui pour moi est la moins plausible. Ensuite, deuxième hypothèse, et qui pour moi est la plus crédible, c'est que Kudo, en rejoignant les forces du petit frère d'All for One, s'est vu récupérer le One for All. Ceci, ou une autre raison, a causé la mort du petit frère d'All for One. Et étant donné qu'All for One, malgré sa méchanceté, était quand même attaché à son petit frère, s'est vu être triste en apprenant qu'il n'était plus de ce monde. Et pour tous ceux qui diront qu'All for One n'aimait pas son petit frère, vous n'êtes pas sans savoir que malgré la rébellion qu'il a entrepris, All for One, au lieu de l'éliminer comme il a fait jusque-là contre tous ceux qui se sont mis au travers de son chemin, a décidé cette fois-ci de se contenter de l'enfermer. Ceci est pour moi une preuve évidente qu'il ne pouvait pas se résigner à éliminer son petit frère.